C'est bon? Oui, c'est bon? Ouais, là, ils ont tous sont coupés. Eh bien, on va commencer. Parfait. Merci, merci. Nous déroulons ça. Bien. Bien, ben, bonsoir à tous et bienvenue, que ce soit dans la salle ou en Zoom. Donc, on a beaucoup plus de personnes en Zoom que dans la salle aussi pour des questions de restrictions sanitaires. Mais toutefois, un grand merci d'abord à nos intervenants, Muriel Barnéou, Thierry Déo et M. Jérôme Grivet également. Et Florence Cavellus et moi-même, nous allons animer cette table ronde autour de la thématique stratégie, finance et ESG. Cette conférence est proposée par un certain nombre de partenaires, à savoir l'Acadie, la DFCG, Association des directions financières en France, l'École des mines, l'ESSEC et Sciences Po, ainsi que le cabinet PMP Stratégie. La conférence sur la thématique finance, stratégie et ESG prend aussi place dans le cadre d'un livre blanc que l'ESSEC et PMP rédigent, et notamment par le biais d'un certain nombre d'interviews de direction financière, de fonds, mais aussi d'acteurs de l'écosystème plus généralement. Donc voilà, nous allons commencer la conférence et je t'en prie, Florence. Merci Alexis. Juste quelques mots. Effectivement, ces sujets sont au cœur des stratégies des organisations. Comme vous le savez tous, l'ESSEC que je représente a aussi dans sa stratégie le projet Together depuis 2020, dans laquelle on s'est engagé dans la transition énergétique et sociétale. Au sein de nos programmes, nous mettons en œuvre des modules de formation sur ces enjeux. On a un programme de 6 jours sur ces sujets-là. Et donc, dans le cadre de ces conférences, on a la chance de recevoir de grands témoins de ces sujets, comme ce soir. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir effectivement Muriel Barnéau, directrice de l'engagement sociétal au sein du groupe La Poste, Thierry Déo, fondateur et CEO du fonds d'investissement Meridiam, spécialisé dans les investissements long terme et durables. Il aura l'occasion de nous le dire, j'imagine. Et Jérôme Grivet, directeur général adjoint Pôle Finance au sein du groupe Crédit Agricole. Donc, vous avez une responsabilité qui est plus large que la fonction en finance, ce qui rend votre présence ce soir très intéressante et particulièrement appréciée. Les 3 groupes que vous représentez, je pense que nous n'avons pas besoin de les présenter, des groupes qui sont effectivement entreprises majeures, engagées dans ces questions sociétales et de territoire. Un fonds d'investissement qui porte dans son ADN, finalement, depuis 17 ans, cette notion de développement durable. Le déroulé de la conférence est le suivant. Nous allons avoir un échange de questions-réponses avec nos intervenants pendant une quarantaine de minutes, interview croisée. Et à l'issue de la conférence, vous aurez le loisir de poser vos questions pour ceux qui sont dans la salle pendant une quinzaine de minutes. Ceux qui sont en ligne peuvent poser leurs questions à tout moment tout au long de la conférence. Nous les prendrons également. Donc, 3 thèmes tout au long de cette soirée. Les raisons de la mise en œuvre d'une stratégie RSE pour commencer. Le rôle des acteurs dans l'entreprise, le regard porté par les acteurs externes de l'écosystème de l'entreprise et puis également les aspects réglementaires. Donc, on va démarrer, si vous voulez bien, par une première question. On va rentrer dans le vif du sujet. Quelles raisons vous poussent à rendre plus responsable votre modèle d'affaires? Est-ce que vous pouvez nous parler de situations dans lesquelles la survie de vos entreprises est en jeu? Les enjeux écologiques sont-ils l'opportunité d'une meilleure rentabilité? Je ne sais pas qui veut démarrer, peut-être vous, Muriel, si vous voulez bien. Pour le groupe La Poste, vous avez raison de dire, Florence, qu'on le connaît, mais on le connaît sans le connaître. Donc, juste quelques éléments pour que vous compreniez bien. 34 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 47 pays, la moitié du chiffre d'affaires à l'international, ou presque. Et à l'intérieur de ce conglomérat, parce qu'en fait c'est un conglomérat, des choses qui sont autant du service que de la logistique, que de la banque assurance, et donc une problématique qui est au fond assez large lorsqu'on se dit pourquoi le sujet RSE et pourquoi le sujet de la responsabilité, notamment de la responsabilité environnementale. Le premier sujet, c'est une question de survie. Nous avons depuis très longtemps la conviction, et aujourd'hui ça paraît une évidence, qu'un jour les villes se fermeraient au transport polluant
et qu'un jour, les opérateurs, les logisticiens entrant dans les villes, quelle que soit leur taille, auraient une difficulté à réaliser leur métier s'ils n'étaient pas en capacité de le faire sur un mode qui soit moins agressif et qui soit plus préservant du monde d'aujourd'hui et du monde qui vient. Donc le premier sujet a été un vrai sujet de survie de notre appareil logistique. Notre métier, c'est de distribuer partout, en tout point du territoire, et pas seulement en France, comme je vous l'ai dit, dans 47 pays, des colis, historiquement du courrier, mais aussi des colis, et de plus en plus de colis, en particulier post-crise. Le deuxième sujet, il concerne l'univers de la finance. Je laisserai bien sûr mes co-intervenants le compléter. Lorsqu'on le fait avec un ADN comme celui de la Poste, on a quelque chose de très fort et de très ancré autour de cette finance pour tous, l'accessibilité de cette finance à des acteurs qui sont des acteurs, ceux de l'ESS, qui sont ceux du territoire, puisque c'est un élément majeur et fondateur de ce que nous sommes. Et là aussi, peut-être moins sur un sujet directement environnemental, encore que notre banque a pris des positions assez tranchées sur le sujet. Nous avons ce sujet d'accessibilité bancaire, nous avons ce sujet d'irrigation de l'ensemble du territoire, pour l'ensemble du territoire, en opérations qui sont au fond des opérations d'intégration et donc ce souci du tiers, ce souci des autres parties prenantes. Donc j'y tiens parce que, étant devenu entreprise à mission, on pourrait penser que nous sommes une ONG ou ayant en notre sein nos historiques missions de service public, on pourrait penser qu'on est un objet un peu bizarre qui ne se soucie pas de rentabilité, qui ne se soucie pas de pérennité, qui ne se soucie pas d'existence. En fait, on a fait tout ça pour survivre. Je ne sais pas si j'ai répondu. Très bien. Très bien. Thierry, est-ce que vous voulez peut-être poursuivre ? Comme vous l'avez dit, le développement durable a été, dès son origine, au cœur de la création de Meridiam. Et puis, Meridiam, c'est aussi un investisseur de très long terme, puisque nous sommes un fonds d'investissement particulier. Les actifs, nous les gardons, nous les gérons pendant 25 ans. Donc, la RSE, quelque part au cœur de l'ADN, c'est d'abord, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que Meridiam, nos clients principaux sont des gens qui gèrent les retraites, qu'ils soient assureurs vie, qu'ils soient fonds de pension. Et donc, on a besoin de faire fructifier dans la durée ces retraites pour pouvoir les payer plus tard, et on a besoin de gérer le risque. Et donc, en première approche, une démarche RSE, c'est d'abord une gestion de risque raisonnable, parce qu'il n'y a pas de modèle économique durable sans une gestion de risque absolument raisonnable et qui intègre. Donc, tous ces facteurs de risque sont la RSE. Évidemment, on va plus loin que juste regarder la RSE comme une gestion de risque, mais c'est une façon aussi donc de faire fructifier un patrimoine à très long terme, que je le disais, pour les retraites. Et ce patrimoine, je dirais que l'obsession finalement d'un gérant de long terme, c'est de se dire, est-ce que ce patrimoine va devenir un actif échoué ? Alors, quand on sait ce qu'on sait sur le réchauffement climatique, et quand vous investissez dans des infrastructures qui touchent la vie de tous les jours des gens, forcément, vous vous posez la question, est-ce que dans 20, 25 ans ou dans 50 ans, puisque c'est quand même la durée des actifs que nous avons, ce seront des actifs échoués qui ne vaudront plus rien. Et donc, c'est à la fois, ce sera un manque de professionnalisme finalement, de ne pas se poser la question et de ne pas s'engager de façon ferme et volontaire dans une démarche qui permette à la fois de gérer le risque, mais à la fois de permettre et de pérenniser un modèle économique soutenable, d'autant que nous sommes au cœur finalement de la vie des gens à travers la mobilité, à travers la transition écologique, à travers les infrastructures dites sociales. Donc tout cela est une boucle bien bouclée. Très bien, merci beaucoup Thierry. Jérôme, dans votre cas au Crédit Agricole, est-ce que vous avez je dirais que ce qui nous motive en matière de RSE, c'est à la fois le passé et l'avenir. C'est le passé parce que le groupe Crédit Agricole est issu d'une première
coopérative qui s'est créée à la fin du 19e siècle dans le Jura et qui a décidé que son identité devait être articulée autour de l'utilité et de l'universalité des besoins de ses clients. Et donc ça marque assez profondément l'ADN de notre organisation. Et puis c'est le futur, parce qu'aujourd'hui, le Crédit Agricole, c'est 25 millions de clients en France, sans doute une cinquantaine de millions au total dans le monde, c'est 170 000 collaborateurs, c'est 11 millions de sociétaires, donc c'est cette incarnation, ces héritiers des coopérateurs de la petite coopérative de Salins que j'évoquais tout à l'heure. C'est donc toutes ces parties prenantes, c'est 1 million d'actionnaires individuels pour la société cotée Crédit Agricole SA, toutes ces parties prenantes nous adressent une demande qui est de plus en plus croissante et qui est simplement le reflet de la demande de la société qui est d'être sans cesse plus durable, plus responsable. Et donc nous devons, si nous voulons garder nos clients, si nous voulons attirer des collaborateurs demain et après-demain, et les jeunes collaborateurs en particulier sont extrêmement sensibles à ces questions-là. Si nous voulons rendre des comptes de manière satisfaisante à nos 11 millions de sociétaires et à notre million d'actionnaires individuels, eh bien nous devons avoir une démarche résolument engagée sur cette trajectoire de la responsabilité. Je crois que c'est ça la motivation profonde que nous avons en la matière. Eh bien, alors justement, comment est-ce que vous conciliez cette stratégie, cette volonté finalement de s'inscrire dans quelque chose de durable, les enjeux écologiques, environnementaux, et en même temps la performance financière? Alors, c'est compliqué et en même temps, c'est une nécessité tellement urgente que, c'est une donnée. Il faut qu'on l'intègre dans nos paramètres financiers, mais ce n'est pas un exercice de conciliation qu'on doit faire. Ce qui est compliqué, en revanche, pour un groupe comme nous, donc nous sommes un groupe de banques, d'assurance, d'asset management, avec deux catégories de métiers, je dirais, assez différentes. On est banque, c'est-à-dire qu'on a nos clients à l'actif de notre bilan, on les finance, et puis on gère l'épargne de nos clients via l'assurance et l'asset management, et là, nos clients, ils sont au passif. Et on doit s'adresser à nos clients, parce que pour situer et pour réduire cette question à un indicateur qui serait les émissions de CO2, le groupe Crédit Agricole, le chiffre est énorme, 300 et quelques millions d'euros de tonnes de CO2 émises, dont 1% pour nos émissions propres et 99% pour les émissions de nos clients ou des entreprises que nous avons financées ou dans lesquelles nous avons investi. Et donc la difficulté de l'exercice, c'est qu'évidemment les 1%, on s'en occupe et ça ne pose aucun problème pour les éliminer. Mais il reste les 99%. Et là, quand on est banque, eh bien, ce sont nos clients qui décident. Alors, on peut toujours prendre un certain nombre de dispositions, mais à la fin des fins, rien ne remplacera le fait d'engager avec nos clients un dialogue pour les accompagner dans leur propre transition. Mais si nos clients, ceux à qui on a prêté, ne transitionnent pas, pour employer le jargon à la mode, on ne pourra pas réellement et avancer sur notre propre chemin. Et puis, quand on est gestionnaire de l'épargne de nos clients, et donc que nos clients sont au passif et non pas à l'actif, eh bien, là aussi, nous devons leur fournir ce qu'ils ont demandé comme produit. Et donc, nous pouvons, et nous faisons d'ailleurs ce travail qui consiste à construire des produits d'épargne verte, d'épargne responsable, mais à la fin des fins, nous ne vendons que ce que nos clients nous achètent. Et donc, dans les deux cas, la difficulté n'est pas tellement une difficulté de concilier responsabilité, notamment environnementale, et performance économique. La difficulté, c'est que, si vous me passez l'expression, on pousse avec une corde. Et c'est très difficile de pousser avec une corde, je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Et c'est un travail de conviction. Donc, nous devons engager et maintenir le dialogue avec les clients que nous finançons, engager et maintenir le dialogue avec les clients dont nous gérons l'épargne, mais à la fin des fins, ce sont eux qui décident. Je comprends. Et de votre côté, Thierry, quel regard là-dessus en tant qu'investisseur, justement, sur cette performance? Voilà, notre ambition, puis je suis un adepte du en même temps.
pour ce sujet particulier. Et je pense que en même temps, il est possible évidemment si on le décide de façon stratégique, donc d'apporter à la fois de la valeur financière et de la valeur non financière et de la créer quand on investit et quand on gère des investissements. Mais cela demande en pratique une cohérence absolue jusqu'au bout de la chaîne. C'est que en même temps, il faut absolument que vos processus d'investissement intègrent les deux, c'est-à-dire que les objectifs soient à la fois financiers et non financiers. Il faut une capacité de mesurer vos objectifs et vos résultats non financiers. C'est pour ça que nous nous sommes dotés assez tôt d'une capacité de mesurer la température de nos portefeuilles. Nous nous sommes aussi dotés d'un outil pour mesurer l'impact sur 4 autres axes stratégiques de nos investissements en matière d'inclusion, de biodiversité, d'accès à l'énergie propre et de ce type d'indicateurs. Donc, il faut mesurer et du coup, il faut donner des objectifs et il faut que les rémunérations à la fois de la société vis-à-vis de ses clients et les rémunérations des employés soient liées à ces objectifs. Donc, en même temps, c'est possible si on est totalement cohérent. Muriel, tu voulais oui, un mot là-dessus? Non, pas sur l'aspect bancaire, parce que je vais bien sûr me faire dire. Sur l'aspect logisticien, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on a de la chance sur le côté GES, émissions de GES. On est encore dans un moment où économiser les émissions de GES, ça marche assez bien avec économiser des coûts. Donc, tant que les fonctions sont à peu près semblables, en tout cas ne se croisent pas trop, la chose est, je ne vais pas dire que c'est facile, parce que ce que nous faisons n'est pas facile, mais néanmoins, la contradiction, le en même temps, est plus facile. Pourquoi? Parce qu'en fait, une grande partie de ce que nous faisons, c'est au fond constituer le bus des marchandises. Parce qu'il vaut mieux mettre 100 colis dans une camionnette que d'avoir 100 personnes qui vont chercher leurs colis. C'est exactement la même chose que le modèle d'un bus de voyageurs qu'on peut transposer dans l'univers du transport de marchandises. Donc ça s'appelle la mutualisation, ça s'appelle les économies d'échelle, les économies d'envergure. Vous leur donnez le nom que vous voulez. Et ça, c'est historiquement le métier particulièrement des postes et des logisticiens, que de savoir aller lever ces économies d'envergure et ces économies d'échelle. L'endroit où ça peut frictionner un peu, et c'est ce que vous disiez Thierry, c'est la question de long terme, parce que de fait, nous sommes amenés, pour pouvoir réaliser ça, à investir sur des actifs. Je parle bien sûr de véhicules décarbonés, de véhicules électriques, de toute taille, qui sont en facial un peu plus chers que des véhicules thermiques. J'ai bien dit en facial. Quand on revient à des choses du type TCO, on se rend compte, Total Cost of Ownership, on se rend compte qu'on est beaucoup plus près finalement de quelque chose qui n'est pas si cher que ça. En revanche, on fait un pari sur la valeur de l'actif à 10 ans, 15 ans, qui n'étaient pas, ou pour lesquels on n'a pas les mêmes abacs que ce qu'on peut avoir pour du classique. Ça, c'est le premier endroit du en même temps. Le deuxième endroit du en même temps, moi, je l'ai vécu de très près avec les agences de notation extra-financière. Lorsqu'on s'est présenté, parce que la Poste, elle se finance aussi sur les marchés, pas en haut de bilan, au sens émission action, mais évidemment au sens émission de bande. Et nous avons vu à cette occasion la prime et la manière dont nos notations qui portent sur ce que nous faisons et ce que nous sommes capables de démontrer nous ramenaient aussi en facilité d'accès et en valeur aussi, et en coût de rémunération. Il y a aussi un lieu du en même temps assez gratifiant. Quand on a sorti le premier Green Bond postal au monde, le premier Green Bond postal, donc pour nos activités, à l'époque, on a été sursouscrit pratiquement 7 fois et par des investisseurs qu'on n'avait jamais vus autour de la table, qui venaient de l'autre côté du monde. Je ne vais pas vous faire grâce de les citer, messieurs, ce serait quand même indélicat, mais des acteurs qui jamais ne s'étaient intéressés au papier postal et qui pour nous était un vrai sujet non seulement de fierté, mais de rentabilité avérée pour les financiers. Du coup, Muriel, si je vous écoute, Muriel Barnéou, la RSE finalement ça permet de vous financer, ça permet d'économiser, ça répond à des enjeux de survie. Alors du coup, est-ce que c'est facile d'entraîner votre comité de direction? Il n'y a que des atouts?
Comment vous faites pour entraîner le top management? Ah, je ne vais pas leur dire ici que c'est facile, mais ça a quand même été plutôt facile, Bah, honnêtement. écoutez, pourquoi pas? Alors, à la fois parce que je pense que, comme Jérôme, on surfe sur 500 ans. Nous, on dit l'intérêt général, ça fait 500 ans qu'on en fait. Ça nous a fondés. Hein, et l'histoire de la RSE, c'est aussi, vous venez très bien de le dire tous les deux, la question de l'intérêt général. Hein, c'est une responsabilité que j'exerce qui va au-delà de mes limites. Hein, et qui même enjambe un mandat présidentiel, un mandat de stratégique, de plan stratégique. C'est ça l'histoire. Nous, ça fait 500 ans qu'on en fait, et le COMEX du groupe est vraiment porteur de ça. Et ce sujet-là, de ce point de vue-là, n'est pas si difficile. Là où les choses commencent à être plus difficiles, c'est quand on me dit on va regarder un peu le ROI, tout ça. Au sens, là, cette fois-ci, strictement financier, parce que tous les sujets de taux d'actualisation, et notamment à quel coût on prend la tonne carbone, si vous avez des messieurs, je suis preneuse, aujourd'hui, sur le sujet, là, pour le coup, on est quand même, mais comme toujours dans des choix stratégiques, sur un bout de Paris sur l'avenir, et on saura dans 10 ans, dans 15 ans, si on avait tort ou on avait raison. Lorsqu'on a dit, à l'époque, c'était avec le président Bailly, on était tous les deux et on avait la conviction, encore une fois, que les villes allaient se fermer au transport polluant. Je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de monde qui riait. Vraiment, vraiment. Et la chose est arrivée, les ZFE, qu'elles ce soit en France, en Europe ou dans le monde entier, elles sont là et c'est arrivé beaucoup plus vite. Donc, ce sujet, je ne sais pas s'il est propre au sujet RSE pour moi. Il est propre à la question de le long terme et le pari qu'on fait sur une vision demain. D'accord. Merci beaucoup. Donc, là, avec l'intérêt général, le long terme, peut-être je me tourne vers Jérôme Grivet. Vous parliez tout à l'heure d'ADN historique sur l'utilité, l'universalité. Du coup, votre comité de direction, vous le poussez avec une corde ou il est plus facile à entraîner? Moi, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. La difficulté n'est sûrement pas d'engager les dirigeants et le comité de direction. La difficulté, elle est en réalité beaucoup plus technique, et je partage ce que disait Thierry sur la nécessité d'avoir des systèmes qui véhiculent l'information, qui soient précis, qui soient exacts et qui transmettent le bon message. Parce qu'en réalité, la difficulté sur ces matières extrêmement techniques, c'est de faire et de promouvoir des choix qui se révèlent être des bons choix, qui se révèlent être des choix efficaces dans la durée. Et je reprends mon exemple, 1% de nos émissions de CO2 sont le fait de notre activité propre, de nos bons hommes, de nos ordinateurs, de nos locaux. 99%, c'est le fait de nos clients. Quel est aujourd'hui l'état de l'information que nous avons sur le comportement de nos clients? Moi, je ne suis pas comme Thierry, on n'investit pas dans un actif qu'on connaît dans toutes ses dimensions, dont on maîtrise tous les paramètres. Nous, on prête à une entreprise. Et donc, quand on veut mesurer la température de notre portefeuille de crédit, il faut qu'on affecte à l'entreprise A, B ou C une température qui est, pour le moment, en l'état actuel de l'information, extrêmement difficile à obtenir. Quand on prête à un ménage pour acheter sa maison ou son logement, la seule information qu'on a aujourd'hui, c'est un indicateur de performance énergétique qui est quand même extraordinairement rustique et dont on n'est pas persuadé qu'il correspond à une réalité objective. Donc, je pense qu'une des grandes difficultés que nous avons, ce n'est pas la motivation de notre comité exécutif et encore moins de l'ensemble de nos cadres et de nos salariés qui sont, je le disais tout à l'heure, au contraire, un des moteurs de notre engagement, mais c'est beaucoup plus la difficulté technique, surtout s'agissant d'une entreprise qui a la volonté de s'adresser essentiellement à ce qui est fabriqué par d'autres et sur laquelle on prétend avoir un levier. D'accord, ça c'est extrêmement intéressant. On va revenir sur la notion d'accès à la donnée, de l'information pour prendre les bonnes décisions. Si on s'attarde un petit peu sur le sujet de l'embarquement des équipes, on a parlé un peu de l'équipe de direction. Je me tourne vers vous, Thierry Déault. Meridiam est une entreprise à mission. Qu'est-ce que ça a pu insuffler sur l'adhésion des collaborateurs, voire même des nouvelles recrues? Voilà. Qu'en est-il en termes d'attractivité?
Alors, déjà, pour moi, c'était plus facile parce que je suis aussi le directeur de l'engagement. Donc j'ai à convaincre personne que moi-même. Mais non, mais blague à part, le sujet de la société à mission est venu de façon tout à fait naturelle. C'est-à-dire que quand vous avez intégré pendant 15 ans dans vos processus la prise en compte de l'impact et de la RSE, en fait, c'était un peu le chemin le plus évident pour nous. C'est-à-dire que nous avions déjà une raison d'être depuis 2007, qui n'a toujours pas changé, qu'on n'a pas remis en question. Et nous avons des façons de mesurer cet impact. Et la quantification est vraiment importante pour reprendre ce que disait Jérôme. Et aujourd'hui, ce qui facilite aussi la discussion, c'est cette capacité à même monétiser cette quantification. Donc on arrive aujourd'hui avec plein d'approximations, mais en tout cas pour nos portefeuilles qui soient alignés ou pas sur l'accord de Paris, en prenant des courbes Stiglitz, Kiné, selon qu'on veuille être optimiste ou pessimiste, à mettre une valeur en euros sur cet écart avec l'accord de Paris. Et puis ça fait peur quand on l'a. Hein. Donc en général, ça fait réagir. Et du coup, on peut justifier des investissements supplémentaires pour la transformation des actifs, pour les rendre plus vertueux. Donc c'est un discours finalement qui est facile à expliquer aux investisseurs, qui est facile à expliquer dans un COMEX, et que les employés et les salariés de Meridiam, ils y adhèrent totalement parce qu'ils sont contributeurs. Et il est vrai qu'on a une population relativement jeune, et c'est surtout pour l'ADN qu'ils viennent. Parce que paradoxalement, on est mieux payé dans la banque ou dans d'autres fonds de private equity que chez Meridiam. C'est surtout pour ceux qui connaissent un peu le système, quand on doit attendre 12 ou 15 ans pour avoir du caride, c'est pas pour tout de suite. Hein. Donc, ils viennent pas pour ça. Ils ne viennent pas pour la performance financière nécessairement, mais ils viennent pour le côté société à mission. D'accord, très clair. Ce qui permet peut-être de rebondir sur ce que vous disiez, Jérôme, au niveau de la data et de la donnée, l'information. Vous, finalement, en tant que directeur financier, est-ce que cet accès à des informations autour de l'ESG, vous avez un rôle particulier en termes de maîtrise de l'information? Comment vous collaborez aussi avec vos départements ESG, métiers? Voilà, finalement, quelle est la spécificité de la direction financière face à ces enjeux informationnels? D'abord, à la fin des fins, quand même, l'ensemble de ce que nous publions fait l'objet d'un processus qui passe par la direction financière. Et donc que l'information que nous publions soit une information strictement financière ou bien soit une information dite extra-financière, elle est quand même normée, elle a vocation à être auditée, elle est standardisée, elle est régie par des normes comptables, elle est structurée de façon à être comparable entre établissements qui pratiquent les mêmes activités. Donc tout ça, que ce soit des euros de produits nets bancaires, de charges, de coûts du risque, ou que ce soit d'autres informations, à la fin des fins, elle va se véhiculer avec les mêmes logiques. Mais je dis bien elle va, parce qu'on est à un stade encore extrêmement embryonnaire de tout ça. Hein. Au 1er janvier de cette année, ou plutôt au 31 décembre de l'année 2021, nous avons publié pour la première fois une première brique de ce qu'il est convenu d'appeler le Green Asset Ratio, c'est-à-dire le ratio qui doit comparer sur le total de notre bilan les actifs qui sont qualifiés de verts par la taxonomie européenne par rapport au total des actifs. Et en réalité, on n'a pas publié ni nous ni les autres, parce que tout simplement la date est encore plus lointaine. On a publié pour le moment un ratio d'éligibilité, c'est-à-dire on n'a pas publié un ratio des actifs verts sur les actifs totaux, on a publié un ratio qui a déjà été très compliqué à construire et qui est les actifs éligibles, c'est-à-dire ceux sur lesquels à un moment donné on devra dire lesquels sont verts, lesquels ne sont pas verts, par rapport au total de notre bilan. Et ça a déjà été un travail colossal. Donc,
voilà, la direction financière est au cœur du processus de publication de l'information. C'est normal, mais ce processus-là, sur l'extra-financier, il est encore à un stade très embryonnaire. Bien sûr. Vous souhaitez intervenir sur ce sujet, sinon Pour dire, bien sûr. Oui, Oui, pour dire que pour moi, c'est le temps, le moment des univers RSE, c'est le temps de la fin de l'entre-soi. Non pas que ce soit un entre-soi désagréable, hein, et c'est pas négatif ce que je dis là. Ce que je veux dire, c'est que ce qui se joue maintenant, c'est la manière dont le sujet est pris en main, chacun dans son univers professionnel. Et pas parce que je trie ma poubelle, hein, mais parce que dans mon job, dans mon métier, c'est comme ça que je fais mon métier. Et typiquement pour moi, l'univers financier a une matière nouvelle sur laquelle il doit travailler, amener les mêmes sujets d'auditabilité, d'opposabilité, de pistes, qui est la matière extra-financière. Moi, je ne serais pas étonnée du tout que dans 5-6 ans, cette notion de financier extra-financier ne veuille plus rien dire. Parce qu'on est dans des process de fabrication du chiffre, et cette data qu'on va aller sourcer, on va lui appliquer les mêmes choses pour les mêmes besoins de sérieux et d'auditabilité, parce qu'elles servent à prendre des décisions qui sont des décisions essentielles. Et c'est ça qui, pour moi, est en train de se faire. Donc effectivement, c'est en train. Ouais, je vous ai vu réagir. Je voudrais juste réagir parce qu'en réalité, je dis à mes équipes quelque chose qui me semble résonner avec ce que vous êtes en train de dire. On est au moment où sur ces sujets-là, on passe de la communication à l'information. Jusqu'à maintenant, on a tous fait, il faut qu'on le reconnaisse, de la communication. C'est-à-dire qu'on a raconté l'histoire qui nous convenait, on l'a raconté honnêtement, on l'a raconté avec engagement, avec sérieux, mais c'était quand même l'histoire qui nous convenait. On est en train d'entrer dans l'époque de l'information. Nous allons devoir publier de l'information. Sur la base de cette information, ça n'est plus nous qui allons raconter l'histoire et qui allons communiquer, c'est de l'information qui devient disponible, qui devient auditable, qui devient comparable, qui permet de dire réellement, toi qui te prétends banque verte ou toi qui te prétends opérateur vert, eh bien, quand je regarde tes données comparables avec celles des autres, est-ce que je suis convaincu? Et ça, c'est un moment charnière et, à mon avis, extrêmement important dans ce processus d'intégration de cette dimension dans la vie économique. Très bien, merci beaucoup. Alors, on a déjà abordé en fait la question de l'écosystème qui vous entoure au travers de vos clients, vos investisseurs, vos actionnaires, les agences de notation, mais peut-être que vous souhaiteriez apporter un peu plus d'éléments là-dessus. Muriel a évoqué tout à l'heure les agences de notation. Vous avez évoqué vos clients, vos investisseurs, vous aussi Thierry. Est-ce que vous voulez aller un petit peu plus loin sur leurs réactions? Est-ce qu'il y aurait éventuellement même des hostilités de la part de certaines parties prenantes sur cet engagement, ou est-ce que finalement votre écosystème est assez favorable? Peut-être, alors je vais prendre plutôt ma casquette de Finance for Tomorrow de Paris Europlace, qui regroupe à la fois les acteurs de la finance, mais aussi des entreprises, des énergéticiens, des agences de notation, des consultants spécialisés en la matière et des parties prenantes publiques, puisque le MTES, le Trésor, tous ces gens-là y siègent. Il y a quand même un mouvement d'ensemble très fort. D'abord parce qu'on court un peu après la réglementation ou juste devant, je ne sais pas. Mais il y a un mouvement très fort et je dirais que cela s'accélère depuis la COP21 avec une certaine constance pour aller justement sur les sujets de la donnée, la normalisation de la transparence finalement de l'information, de l'information comparable. Donc il y a du travail. Donc Finance for Tomorrow, on travaille à la fois sur les produits dans les différents secteurs. C'est valable pour les entreprises qui seront bientôt soumises au CSDR européen. C'est valable pour les fonds, le SFDR. Et donc, c'est aussi valable pour tous les autres acteurs qui sont finalement partie prenante de cet exercice. Donc, ce mouvement, il est irréversible. Alors, et je dirais que peut-être qu'il y a toujours des guéguerres,
de l'ancien monde contre le nouveau, mais le nouveau, il est déjà là, et puis l'ancien, il fait de la résistance, mais ça ne va pas durer. mais après, c'est comment, de la façon la plus pragmatique possible, la finance, avec ses acteurs annexes, se met au service de la transition. Parce que on passe du tout noir au tout vert n'existe pas. On en est conscient, même si la réglementation a du mal à nous faire enjamber cela avec grâce. Et donc, il faut être pragmatique, prendre en compte les difficultés de transformation de l'économie et des entreprises, parce que c'est de ça qu'on parle. La finance, Jérôme, comme moi-même, nous ne sommes que des tuyaux. Mais les entreprises sont le cœur de l'économie, et c'est celle-là que l'on doit accompagner, inciter, évidemment. On doit leur faciliter la vie, on doit les inciter à aller vers cette direction. Et donc, l'enjeu est là. Mais aujourd'hui, vraiment, pas de résistance. Et puis, pour finir, il y a aussi, on a dû mettre en place, d'ailleurs avec des fonds publics, parce que c'est un projet européen, l'Observatoire de la finance durable, avec lequel les assureurs et les banques travaillent beaucoup pour essayer justement de rendre plus transparente cette information, plus normalisée, qu'on puisse avoir une vision de la place, de la transformation de la place. Mais c'est un sujet extrêmement difficile. C'est clair. Et alors, qu'en est-il, peut-être question pour Muriel, des futurs candidats ou futurs collaborateurs du groupe? Est-ce que ces sujets sont porteurs? Est-ce que en étant lucide sur le fait que moi, j'ai jamais rencontré un petit garçon qui m'a dit un jour je serai postier. Donc, on n'a pas, c'est comme ça. On n'a pas le drive et l'impact que peuvent avoir de grandes marques, ou ont eu d'ailleurs, de grandes marques sur le marché de l'emploi. On y rentre souvent par hasard. On n'y reste pas par hasard, mais on y rentre souvent par hasard. Et effectivement, la question de la rétention des talents est un sujet dans lequel ces sujets de pourquoi on le fait et du sens que l'on donne à ce que l'on fait est un élément majeur. Enfin, moi, je pense que ce qui est à l'œuvre aujourd'hui, c'est cette énergie incroyable qui d'ailleurs peut avoir aussi une très grande violence autour du sens et de l'exigence de sens. Parce que c'est avec ça qu'on retient non seulement des collaborateurs, mais des clients, des financeurs, des actionnaires, dans cette manière de poser l'histoire et de donner des preuves de cette histoire, qui est un sujet, oui, absolument, absolument essentiel. Et nous, pour nous, fondamentaux, parce que là, je vous parle de col bleu, je vous parle de gens qui se lèvent le matin très très tôt et qui n'auront jamais, même au bout de 15 ans, les rémunérations auxquelles Thierry pouvait faire référence. Enfin, le sujet, c'est bien le sens qu'ils donnent à leur quotidien lorsqu'ils vont livrer un plateau repas, lorsqu'ils vont faire un diag énergétique, lorsqu'ils accueillent quelqu'un qui ne parle pas très bien français, parce que nous avons notre mission d'accessibilité bancaire et que quand vous ouvrez un compte à quelqu'un qui ne parle pas très bien français, vous êtes juste en train de lui donner les moyens de s'interfacer avec le monde économique. Donc le sujet, c'est comment on lui donne des frissons chaque fois qu'il ou elle fait ça, qui est cette cathédrale à laquelle on contribue. Donc et la difficulté qu'on a, nous, c'est qu'aujourd'hui, il y a 1 million de personnes qui sont rentrées dans nos bureaux. On a projeté sur le terrain 15 000 managers, 240 000 postiers de partout dans le monde. La probabilité qu'il y en ait un qui n'ait pas fait ce que l'on souhaite qu'il fasse pour incarner ça, elle est de 100%. Donc quand vous êtes dans ce monde de très grande transparence et de très grand niveau d'exigence, on prend un risque d'exposition à la controverse, je ne sais plus lequel de vous deux a cité le mot, mais qui est un vrai risque, parce que vous détruisez de la valeur et énormément de valeur d'un claquement de doigts, parce que vous allez pointer la situation qui... C'est ça pour nous le sujet de fragilité, c'est cette diaspora et ce facteur humain qui est à la fois notre richesse, mais du coup aussi
notre élément d'exposition. J'espère quand même qu'il y a des petites filles qui veulent bien devenir postières. Mais il n'y a pas que les garçons qui peuvent C'est devenir. vrai, c'est vrai. Il y a débat en ce moment sur ce sujet. Et chez vous, Jérôme, Et elles le sont à 50-50 parce que nous avons une parité qui est très très grande. J'aurai l'occasion de vous en parler si vous souhaitez. et chez vous, donc, au Crédit Agricole, Jérôme, sur ces sujets d'attractivité de candidats, sur ces questions, est-ce que c'est quelque chose qui est porteur? Mais il est évident, j'y ai fait allusion tout à l'heure, que la question du sens devient de plus en plus prégnante. Enfin, c'est une banalité de le dire, vous le savez très bien, et les plus jeunes de l'assistance le vivent et le ressentent comme ça. Hein. La question du sens est essentielle pour les jeunes collaborateurs qu'on veut recruter, les collaborateurs un tout petit peu moins jeunes qu'on veut conserver. Cette question, elle a pris une importance énorme après les 2 ans de pandémie que nous avons traversés. Et de cette manière, on n'en sort pas indemne de ce point de vue-là non plus, même si il n'y a rien à voir, je pense, entre la pandémie et les problèmes de transition énergétique. À la fin des fins, il n'en demeure pas moins que nos collaborateurs ont, à l'issue de cette période, une demande qui est presque duale, qui est « je veux du sens, je veux que mon action fasse du sens et je veux que mon job donne du sens à ma vie, d'une certaine façon. Je veux agir en donnant du sens à mon action et en même temps, je ne veux pas l'aliénation que mes parents, mes grands-parents ont connue dans leur travail et donc je veux que ma vie soit enrichie par ce que je fais au travail, la manière dont je le fais, mes interactions sociales, etc. etc. Et donc, si on veut, vous savez, avec 170 000 salariés dans le monde, il faut en recruter tous les ans pour alimenter la pyramide. Si on veut rester attractif, il est évident qu'on doit offrir aussi cela. Merci beaucoup, Jérôme. Donc, peut-être dernière question avant de passer aux questions du public. Alors, sans transition, un sujet plus technique, réglementaire. Sans transition. Sans transition. Alors, Cyril a évoqué. Un peu de ça, pourtant. Il y a un peu d'acronymes, CSRD, SFDR, mais en gros, il y a des réglementations à l'œuvre en ce moment même au niveau européen, des préparations au niveau américain, la France en avance sur certains sujets. Donc, on va peut-être rester sur vous, Jérôme, et tout le monde pourra s'exprimer naturellement. Quel regard portez-vous sur ces évolutions réglementaires? Multiplicité, millefeuille, cohérence, est-ce que ça va dans le bon sens? Comme toujours. Comment vous le vivez? D'abord, on le vit parfois un peu douloureusement parce que quand on a, on faisait allusion tout à l'heure, l'EFRAG, qui est un des organismes qui produit de la normalisation de l'information financière et extra-financière, qui diffuse 1000 pages de textes extraordinairement complexes en demandant à l'ensemble des parties prenantes de réagir dans les 2 mois avant que ceci ne soit traduit en normes qui sont applicables, évidemment, on est sous pression. Et je pense qu'en réalité, comme toujours, on va aller à des excès, on va aller à de la sophistication inutile, on va aller à de la complexité même dommageable à un certain niveau, avant de retrouver un point d'équilibre plus satisfaisant. Bon, voilà, ça c'est un peu l'écume des choses, donc il faut accepter que ça se passe comme ça, parce que nos sociétés sont complexes, la matière qu'on veut véhiculer est complexe, et donc on a la complexité au carré qu'il va falloir accommoder. Mais je ne vois pas comment on évite ça, donc acceptons-le, essayons d'en tirer le meilleur, et de toute manière, comme le disait Thierry, ce qui est en train de se passer est irréversible, et heureusement. Vous souhaitez réagir sur l'aspect de la réglementation? Juste peut-être en complément, nous avons des concurrents, beaucoup de concurrents, tous nos métiers, on a 100% de notre activité qui est sous concurrence, et des concurrents internationaux. Et pour nous, il est extrêmement important qu'on travaille sur le même terrain. Parce que pour le coup, dans des moments de choix de clients, où les clients, que ce soit des B ou que ce soit des C, appuient sur des boutons pour faire des choix d'offres, les nôtres ou celles de nos concurrents, il faut que l'information dont ils disposent soit une information qui soit homogène et qui soit équivalente. Sinon, c'est évidemment beaucoup trop facile que d'annoncer que tel ou tel moyen est plus ou moins bien décarboné.
jouer sur les règles d'affectation et sur les métriques qui vont permettre de faire ces évaluations. Donc oui, c'est douloureux, mais pour nous, c'est absolument indispensable et c'est aussi ce qui fera une part de confiance et une part de consommateurs éclairés. Parce qu'au bout du bout, ce sont nos comportements et nos choix de consommateurs, je parle de choix individuels, qui designent le monde. Et donc, nous avons aussi besoin d'une information qui soit une information rassurante pour l'ensemble des consommateurs et pas que d'un public averti, de tout le monde. Il faut que cette information, elle s'appuie sur des règles. Enfin, c'est terrible d'avoir à dire ça, mais c'est vrai. Peut-être juste en complément, parce que je suis à la fois, je suis d'accord avec ce que dit Jérôme, mais je reste optimiste. C'est vrai que c'est un bus qui vient à toute allure, mais il ne faut pas se mettre devant parce qu'on ne va pas l'arrêter. Donc, ça, c'est plus l'ancien monde qui pense qu'on peut encore l'arrêter. Mais par contre, comme on a affaire à des régulateurs, qu'ils soient français ou européens, qui ont quand même pris l'habitude de la consultation, finalement de l'essai, et de revenir au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, avec un bon retour du marché sur ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui n'est pas opérationnel, parce que de temps en temps, les usines à gaz sont juste pas opérationnelles, donc ça se voit tout de suite et personne ne le fait. Donc ça va être un processus un peu long, parce que ça va être, on va le faire à l'européenne, on va faire du muddle through, voilà. Donc ça mettra 5 ans. Mais on y arrivera. Donc si on était dans une tradition plus française d'une loi brutale qui serait impossible d'abroger tant qu'il n'y a pas une autre majorité parlementaire, je serais plus inquiet. Mais là, on est avec des régulateurs et des réglementations qui peuvent avoir de la souplesse. Voilà. Écoutez, merci beaucoup à tous les trois. On va finir avant les questions-réponses du public sur cette note d'espoir, c'est-à-dire pour la crédibilité et aux dépens de la complexité qui est là, mais on l'espère transitoire. Donc, vous remercier pour ces premiers éléments et continuer par les questions du public. Je vous propose de commencer par une question qui a été passée sur le chat. Donc, je vous la lis. En l'occurrence, elle a été adressée à Muriel. Au-delà du ROI, donc le retour sur investissement, comment arbitrez-vous les projets de transformation RSE versus vos objectifs court terme, long terme, et utilisez-vous un outil comme le prix carbone? Je sais que tout à l'heure, vous appeliez un petit peu des réponses aussi de vos co-intervenants. Qu'en est-il? Oui, alors sur le sujet des GES, nous sommes validés trajectoire 1,5 degré avec quelque chose qui s'appelle SBTI, donc c'est une trajectoire qui est étudiée et validée par un corps extérieur, donc on revient sur la question de l'opposabilité. Et donc ce qui va faire aujourd'hui un élément d'arbitrage, c'est est-ce que les investissements que l'on fait nous détournent de cette trajectoire ou est-ce qu'ils sont bien en train, au contraire, de nous permettre de l'atteindre. Donc ça n'est pas un ROI au sens de est-ce qu'on fait un investissement rentable dans l'absolu, c'est l'investissement que l'on fait aujourd'hui. Et je parle ça peut être de l'investissement sur nos propres outils de production, mais ça peut être du M&A, ça peut être de la croissance externe. Quel impact va-t-il avoir sur notre trajectoire? Et si on n'y est pas, on intègre dans nos business plans ce qui va relever de ce retour à la trajectoire. Aujourd'hui, nous n'utilisons pas, pour faire ces arbitrages, un prix interne du carbone véritablement. Ce que l'on commence à regarder en revanche, parce que je pense que c'est le temps de maintenant, c'est le tunnel dans lequel on rentre, c'est au fond combien nous coûte une tonne évitée. Donc, quel est le coût de l'investissement qui nous sert à éviter d'émettre versus combien nous coûte une tonne à effacer, c'est-à-dire à séquestrer une fois qu'on l'a émise. Il y a encore un écart qui est assez important dès lors que l'on n'actualise pas le coût de la tonne entre ce qu'elle coûte à effacer, parce qu'aujourd'hui, vous la trouvez quand même, vous trouvez des projets sur le marché, les projets les plus chers, vous les trouvez à 30 €, les projets, vous en trouvez à bien moins que ça. Ce que la
une tonne évitée dans nos process nous coûte, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Et ça, c'est le tunnel qui est en train de se resserrer, qui, moi, m'amène à proposer à l'univers financier de la maison que l'on commence à rentrer ce prix interne du carbone, au moins dans nos projets d'investissement, parce que ce sera comme ça qu'on va pouvoir concilier long terme et court terme. Voilà. Donc, pas de ROI en soi, mais plutôt l'intégration d'un coût de tonne carbone pour voir comment on colle à notre trajectoire SBTI. Très clair. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question dans le public? Je vois. Oui, madame, s'il vous plaît, si vous pouvez l'adresser. Parlez bien fort. Bien fort. Plus fort. Oui. Pour tous les acteurs, en fait, au niveau de l'intensité et de l'agressivité des stratégies, en termes internes et externes, en termes d'organisation, est-ce que vous avez par exemple des politiques d'achat durable qui, par exemple, pour certaines entreprises industrielles, provoqueraient un remplacement jusqu'à 20% de certains fournisseurs, par exemple, et comment on évalue? Et externe, par exemple, j'avais une discussion avec quelqu'un de Gelée Textis qui, eux, carrément, se sont dotés pour tirer la corde d'un organisme interne de consulting pour forcer leurs clients à avoir des démarches de transition et puis, du coup, n'accorder plus de financement à partir du moment où un certain niveau de transition n'était pas atteint. Et du coup, quid de pertes de marché, comment on les remplace. À la France, par exemple, j'avais assisté à un salon de la supply chain où vous aviez aussi une démonstration des nouveaux projets de définition de la tournée du facteur en fonction, avec intégration par intelligence artificielle du bilan carbone potentiel et pas seulement de l'efficacité en termes de temps et de coût de trajet, par exemple. Donc, quid du coup sur des consommateurs. Donc voilà, quels sont pour vos clients et pour votre activité le niveau d'intensité de ces stratégies? Je crois que Jérôme, s'il vous plaît. Peut-être deux éléments très rapides. Le premier élément, oui, nous avons une stratégie achat responsable. Et donc maintenant, tous nos fournisseurs significatifs doivent être labellisés. Et nous avons une politique achat responsable qui est, je dirais, bilatérale. C'est-à-dire que nous attendons de nos fournisseurs qu'ils nous montrent quelle est leur trajectoire en matière d'émissions de CO2 et en matière plus globalement de RSE. Et en même temps, nous prenons à l'égard de nos fournisseurs un certain nombre d'engagements qui vont dans le sens de l'inclusivité sociale, etc., etc. Donc on a une relation bilatérale et on est très attentif à ça. D'ailleurs, on a été labellisé acheteur responsable à de nombreuses reprises et notre label est renouvelé tous les ans en la matière. Sur le sujet de l'intégration, par exemple, dans nos décisions de crédit, d'une métrique qui consisterait à essayer de sanctionner ou de pénaliser par le prix les crédits consentis avec une contrepartie brune ou noire et à privilégier le prix de crédit consenti à des contreparties jugées vertes. On n'en est pas encore là. On pense que c'est extrêmement compliqué à mettre en place. D'abord parce que c'est très difficile de savoir si la contrepartie, on peut savoir si elle est très noire ou très verte, mais en réalité, le monde n'est qu'une gradation et donc c'est très compliqué. Nous, on pense qu'il y a vraiment, en matière de crédit, il y a 3 actions possibles. La plus simple, mais il faut faire attention à ne pas l'utiliser à mauvais escient, c'est juste d'arrêter de prêter. Et donc là, c'est une réduction quantitative, voire une disparition du volume de financement qu'on apporte à certains secteurs. Et on a pris des décisions qu'on a annoncées sur le charbon, et donc ça c'est très clair, on a une politique qui est de sortie de tout ce qui est lié au charbon, et donc on a, ça se dit simplement en une phrase, derrière cette phrase il y a des choses compliquées, parce que évidemment vous imaginez que quand vous prêtez à un opérateur électrique qui fabrique de l'électricité verte, mais que la réglementation dans le pays dans lequel il est installé l'oblige à avoir une centrale à charbon disponible en backup, est-ce que c'est admis, est-ce que c'est pas admis? C'est des choses compliquées. Mais voilà, donc le charbon, c'est simple,
Et ça fait partie du petit nombre de sujets sur lesquels on dit là, on annonce un objectif de réduction et à échéance relativement rapprochée, une extinction complète. Ça, c'est assez facile. Ensuite, on a une deuxième catégorie qui est assez facile, mais qui nécessite un peu des paris technologiques, c'est l'investissement dans des capacités de production qui sont reconnues comme vertueuses, c'est-à-dire des énergies renouvelables, c'est-à-dire des nouvelles technologies de type hydrogène, de type etc., qui ont normalement un effet bénéfique sur le mix énergétique global. Et puis il y a tout le reste, et c'est là où en réalité nous devons être en dialogue avec l'ensemble de nos débiteurs, des gens que nous finançons, pour identifier avec eux, et nous allons, ça fait partie d'ailleurs de ce qui nous est demandé dans le cadre de la trajectoire net zéro à laquelle on s'est engagé, nous allons, secteur d'activité par secteur d'activité, définir des trajectoires de réduction de l'intensité de carbone émis par unité physique. Donc, de carbone au kilomètre parcouru pour le secteur des transports, de carbone au kilowattheure fabriqué pour le secteur de l'électricité, etc., etc. Mais voilà, donc pour le moment, on utilise ce genre d'outils plutôt que un prix carbone interne. Votre question était très populaire et donc nous allons avoir deux autres réponses. Je ne sais pas si on aura le temps d'autres questions. Très rapidement, le régulateur, quand il a donné finalement à des gens comme nous la responsabilité des engagements de probité sur toute la chaîne de valeur, y compris dans les sous-traitants, l'a aussi élargi aux engagements RSE. Donc, de fait, on est responsable du troisième sous-traitant qui ne serait pas responsable. Et ça, ça s'est fait un peu comme une lettre à la poste, mais les conséquences ont été fortes. La Banque Postale a annoncé la sortie de l'énergie fossile d'ici 2030, complètement. Dans l'autre univers, qui est l'univers logistique, on n'a pas le pouvoir de refuser un client ou de dire à un client qu'on ne va pas le servir parce que... ce qui pour nous est un sujet majeur, c'est les choix que nous, en tant que consommateurs, nous faisons. Donc nous bataillons aujourd'hui pour un consommateur éclairé. Lorsqu'on se fait livrer quelque chose en 1 heure ou en 2 heures, vous imaginez bien que le bus des colis ou le bus des marchandises, il est infaisable. Donc vous comprenez très bien les impacts que l'on a nous-mêmes, et c'est comme ça qu'on design le monde. Ça, c'est quelque chose qui... Là, on est vraiment sur pousser avec la corde, ce qui est très compliqué. Avec nos fournisseurs, on a depuis très longtemps une logique de embarquer. On a un grand FEDAR, qui est notre groupement d'achat sur les véhicules électriques, que j'ai eu le bonheur de piloter avec le président Bailly, où on a décidé, là où on aurait pu se faire un petit accord secret avec un fournisseur automobile et qu'on gardait ça que pour nous, on a dit non. Nous, ce que l'on veut, c'est qu'il y ait des véhicules décarbonés sur le territoire. Et nous avons invité dans notre appel d'offres, pour faire bénéficier à une vingtaine de grands groupes, et pas que très grands d'ailleurs, de notre capacité de négociation pour pouvoir changer et transformer l'écosystème. On est en train de faire la même chose aujourd'hui en cyclo-logistique. La cyclo-logistique, c'est un beau sujet de décarbonation. C'est un peu éparpillé. De la même manière, on embarque nos fournisseurs pour leur permettre de nous fournir ce dont on va avoir besoin. Merci beaucoup Muriel. Alors, pour pas sortir sur une frustration du public, on va prendre 2 questions, mais je vous invite à faire des réponses courtes, on va garder 5 minutes. On a beaucoup parlé du E de ESG. La question porte sur le G. Aujourd'hui, en quoi le G gouvernance peut aider à accélérer la transition? On prend une réponse. Qui veut se lancer en une réponse synthétique? Elle est moins populaire, cette question. Entreprise à mission, Alors, oui. qui est une qualité très intéressante pour une société. Au-delà du fait que, comme je disais tout à l'heure, elle positionne une ambition qui enjambe les temporalités strictement humaines, à savoir le mandat d'un président, un plan stratégique, elle pose une gouvernance avec un comité de mission qui va valider, qui va poser un rapport validé par un OTI, un organisme tiers indépendant. Cette gouvernance, si on la fait jouer, c'est un vrai levier
de mesures d'impact, de cordes de rappel et de convergence des parties prenantes autour d'un objet qu'on a posé. Bon, moi, je dirais entreprise à mission. Merci beaucoup, Muriel. Alors, une question, et celle sera la dernière. Si, Pardon, cette heure un peu tardive. BlackRock vient de demander à ses représentants dans les assemblées générales de ne pas soutenir, de moins soutenir les résolutions pro-climat. Est-ce que vous pensez que c'est une disposition purement conjoncturelle pour soulager la pression venant de l'Ukraine, etc., ou est-ce que ça correspond à des réactions de l'ancien monde qui apparaissent encore et dans cette perspective, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que la réglementation, qui a été évoquée ici, qui est un de nos atouts, alors pas que des inconvénients, vraiment bien la réglementation en France et aussi en Europe, est-ce que la réglementation n'est pas une voie, un atout très important en Europe face au reste du monde pour avancer, la vitesse étant clé Rapidement, évidemment, et pour reprendre ce que disait tout le monde, c'est que la réglementation permet d'avoir une concurrence fair, équitable. Mais il faut qu'elle soit applicable à tout le monde, et pas seulement à l'Europe, et pas seulement... voilà, donc on est bien dans ce cadre-là, parce qu'en Europe, il y a peu de gérants qui pourraient encore dire des choses comme BlackRock le disent. Parce que la réglementation a déjà fait le pas suffisant pour qu'il n'y ait pas d'incitation à aller dans le sens contraire. Après, BlackRock ne s'est jamais non plus identifié comme un acteur majeur du mouvement en faveur de la RSE, donc il ne faut pas non plus être surpris. Mais franchement, la réglementation peut aider à condition qu'elle englobe tout le monde. Et ça donnera une transparence et une comparabilité importante. Écoutez, merci beaucoup à vous trois et merci de votre résilience face à la température ici où on est à peu près congruent avec notre sujet. C'est ça. Température 2025 environ. Peut-être le mot de la fin. Oui, écoutez, je voulais vous remercier à tous les trois d'être venus ce soir. Je crois que c'était très, très intéressant de vous entendre. On a compris que le bus s'était lancé à pleine vitesse et qu'il ne faut pas se mettre devant pour tenter de l'arrêter. Au contraire, il faut l'accompagner. Et c'est, je crois, ce que tout un chacun nous pouvons faire. On va continuer à travailler sur ces sujets avec Alexis. Il vous a parlé de notre livre blanc en cours. Vous êtes bien sûr tous invités à y contribuer si vous le souhaitez. Donc, vous pouvez contacter Alexis ou moi-même si vous avez envie de nous dire des choses sur toutes ces questions-là. Et puis, un événement le 12 septembre, si tu veux en dire quelques mots, taxonomie. Oui, une intervention au Salon Pro Durable, masterclass sur la taxonomie verte. Sera proposé, voilà, un sujet réglementaire et technique, mais plaisant. Voilà, et donc on va dire au revoir à ceux qui sont en ligne et proposer aux personnes présentes, c'est l'avantage du présentiel, de se rejoindre au 3e étage de ce bâtiment. Donc je vous indiquerai dans quelques minutes comment y aller pour un petit verre avant de se séparer pour prolonger encore les discussions avec nos intervenants, que je remercie encore chaleureusement. Merci beaucoup.